Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, difficultés de gestion au marché aux poissons de Kaolack. L'association des utilisateurs du marché indexe le maire de la ville qui n'exerce aucun contrôle sur les concessionnaires et l'administration, accusés d'être à l'origine de ces difficultés que traversent les mareyeurs. L'usine de fabrique de glace et d'autres machines sont en panne sans aucune tentative de réparation. Ils interpellent le ministre de la Pêche. Les meilleures candidates au BFM et au bac de cette année ont été primées. Une fête de l'excellence féminine à l'initiative du réseau Sigil Jigéen. L'objectif visé est de mettre les femmes et les filles au centre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable au Sénégal. La pandémie de Covid-19 a causé aux communes une perte de recettes évaluée entre 25 et 70%, un impact qui va se répercuter dans le fonctionnement normal des collectivités territoriales, notamment dans les dépenses de fonctionnement et principalement les dépenses obligatoires comme les salaires. L'Association des départements du Sénégal mise sur une planification basée sur les priorités du moment pour une bonne relance. Le contradictoire ce lundi se penche sur la gestion des catastrophes naturelles à la veille de la journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles célébrée demain mardi 13 octobre. Le journal de la santé va boucler cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Gueye. Marie-Rosalie Ndiaye. Le torchon brûle au marché central aux poissons de Kaolack où l'association des utilisateurs du marché central Oumapok accuse le concessionnaire et l'administration d'être à l'origine des difficultés que traverse le marché. Selon ces mareyeurs, l'usine de fabrique de glace et des machines du jet d'eau sont tombées en panne et ne fonctionnent plus. Des mareyeurs qui ont également dénoncé le recrutement abusif de 65 travailleurs et des arriérés de factures d'électricité. L'Amapok interpelle le ministre de la Pêche sur la situation. Ndiaye, premier vice-président de l'association des utilisateurs du marché central aux poissons de Kaolack est chargé de la communication de l'Omapok au micro de Mamadou Kamara. Les machines du fabrique de glace qui est en panne, 17 ans d'existence, sans rectification, sans vérification, sans rien. Une machine qui roule 17 ans, vraiment il doit y avoir une épargne pour cette machine-là, pour que si il est tombé en panne, on puisse réparer. Mais depuis 17 ans, les machines sont en train de rouler. Il y avait un directeur, Serge Diop, qui avait dit qu'il va laisser 5% pour les machines. Serge, lui, disait qu'il va laisser 10% pour les machines. Où sont ces 10% là? Où sont ces 7%? C'est Madame la maire qui est responsable de tout cela. C'est elle qui devait fixer les regards sur le marché central au poisson. Le concessionnaire du marché central au poisson de Kaolack, il n'a pas fait son travail. Vous voyez les routes impraticables. Tout cela, c'est à cause du concessionnaire. Les ventes parallèles. Là-bas, il y a des ventes au parallèle au Khaïgi. On ne peut pas arriver à résoudre cette vente-là. Et c'est une vente inutile. On l'a laissé comme ça. Nous lançons un appel au ministre de la Pêche et au président de la République de venir secourir le marché. Car l'État n'a jamais fait un chou. Depuis 2003, l'État n'a rien fait sur ce marché-là. Nous interpellons l'État. Parce qu'actuellement, le sous d'eau, parce qu'il y avait 3 machines fonctionnelles. Maintenant, il ne reste qu'une seule machine. Les marieurs sont en train de payer leurs taxes. Car les tabliers payent 250 par jour. Les voitures payent 3000 francs par jour. Les moulineurs 150 francs par jour. Où est cet argent-là? Où est cet argent-là? Le gouverneur, on l'a écrit un correspondant. Le préfet, on l'a écrit un correspondant. Le maire lui-même. Toutes les autorités ont reçu nos correspondants. L'actuel directeur qui est, c'est un intérimaire. Il a fait maintenant 1 an et 5 mois. Donc 1 an et 5 mois, le marché se déroule sans directeur fixe. 65 personnes sont actuellement employées par ce marché. Vous voyez ce petit marché-là qui ne fonctionne que du poisson. Tout le recette du marché, c'est le poisson. S'il y a du poisson, le recette va augmenter. S'il n'y a pas de poisson, le recette va baisser. Et qui ose amener 65 personnes pour les payer chaque fin du mois, ça c'est trop. De telles allégations sont battues en brèche par le directeur par intérim du marché central aux poissons de Kaolack. Selon Cheikh Ndaw, il travaille avec des machines vétustes. Toutefois, des efforts sont en train d'être faits pour gérer la situation. Cheikh Ndaw, directeur par intérim du marché central aux poissons de Kaolack, s'explique au micro de Mamadou Kamara. Eux, c'est les utilisateurs du marché aux poissons de Kaolack. C'est des mareyeurs. Moi, je gère l'administration. Le château d'eau fonctionne normalement. C'est l'usine de glace qui a des problèmes. Et l'usine de glace est installée depuis 2003. La dernière rénovation qu'on a faite, c'était en 2013 avec la coopération japonaise. Mais depuis lors, le problème est là. On a un matériel complètement amorti. Chaque mois ou chaque 2 mois, il y a des pannes. Ce qui a fait que les 2 derniers mois, au mois de juillet et août, on a noté 2 pannes. Les 2 pannes, on a dépensé 7 441 000. Lorsque les machines ont redémarré, en fin septembre, une nouvelle panne est déclarée. Et jusqu'à présent, les machines n'ont pas encore démarré. Mais la panne a été détectée et réparée. Maintenant,
On a fait une commande du produit qu'on appelle ammoniac et nous n'avons pas encore reçu cette commande-là. Ce qui fait que l'usine ne marche pas pour l'instant. C'est pourquoi on a fait des projets de fabrique de glace et de mini-centrales solaires pour un peu alterner le courant de la Sénélec et le courant solaire. Raison pour laquelle ces deux projets ont été déposés au niveau de la coopération turque qui a déjà accepté de nous acheter le matériel et un autre projet a été déposé également au niveau du ministère de la Pêche. Rien que le 28 du mois de septembre, on a rencontré le directeur du ministre de la Pêche, en l'occurrence M. Podefal, avec qui on a discuté longuement avec le départemental de la Pêche, Cheba, le responsable technique du marché. Par la suite, le 28, on s'est réunis encore dans mon bureau avec les deux techniciens pour vraiment diagnostiquer l'ensemble des problèmes qui existent au niveau du marché. Ces problèmes ont été notés. Et lorsqu'on fera un autre conseil de gestion, les problèmes seront mis sur la table et le conseil va décider de tout ça. Bon, par rapport au recrutement, chaque directeur a le droit de recruter après avis du conseil de gestion. Les directeurs qui se sont succédés ont recruté après avis du conseil de gestion. Donc au niveau des travailleurs, il y a aussi bien des éléments de ces éléments du conseil de gestion, aussi bien au niveau des autres services, régler l'ensemble de ces problèmes-là. Avez-vous des arriérés de factures par rapport à l'électricité? Ça, c'est depuis l'avènement de Daouda Faye. Mais je vais en profiter pour remercier la Sénélec qui nous a compris et qui nous accompagne, notamment son délégué régional, Chegal. La zone de Castor se lève pour la réhabilitation de l'école Ibrahima Seck. L'établissement est dans un état de délabrement très avancé et même surnommé école Mbalit par les élèves qui ne veulent plus la fréquenter. Ces Amazones ont besoin d'un montant de 6 millions d'ici la rentrée des classes. Elles interpellent les autorités locales et étatiques aussi, ainsi que les bonnes volontés. Amadou Moustapha Dia. Une école délabrée, une école délaissée, l'école élémentaire Ibrahima Seck est même stigmatisée car elle a été rebaptisée école Mbalit, une honte pour les élèves de la localité qui refusent de la fréquenter. Cette situation fend le cœur des Amazones de Castor qui se lèvent pour mener le combat de la réhabilitation, de la rénovation, mais aussi de la construction d'un centre d'enseignement professionnel dans l'enceinte de l'établissement. Ces Amazones qui ne peuvent supporter cette situation, d'où ce cri de cœur de leur présidente, Rokhaya Diop. Ça, c'est déplorable. Elle est dans une situation excessivement désastreuse. L'école est abîmée. Il y a des toilettes pour des enfants qui n'ont de nom que de fessées. Les classes d'il y a 50 ans sont restées identiques. Aucun changement. Les tableaux qui étaient ici il y a 50 ans, ces tableaux sont toujours là. Ça, on ne peut pas l'expliquer. Ce projet est désormais porté par l'association Castor 3D qui en fait son cheval de bataille. Ainsi, les Amazones interpellent les ministres de tutelle, les autorités locales, les bonnes volontés et les valeureux fils du quartier pour trouver le financement de la première phase estimée à 6 millions d'ici la rentrée prochaine. Nous lançons un cri de cœur aux autorités étatiques. Nous avons pris audience avec le maire, aussi aux fils de Castor pour la réhabilitation totale de cette école. Parce que nous voulons le pavage de cette école. Nous voulons reprendre les murs, mais surtout les salles de classe. Il n'y a pas de bancs. Vous vous rendez compte, monsieur, il y a des bancs où il y avait l'encrier. Ça, c'est à l'époque, notre époque. Ça, c'est inadmissible. Des audiences, des pétitions et une forte mobilisation sont pour le moment les armes de ces Amazones décidées coûte que coûte à changer les choses et à faire revivre l'école de leur enfance, elles qui ont pour la plupart effectué leur premier pas de potache dans cette école vieille de plus de 50 ans. L'excellence féminine a été célébrée à travers la décoration des meilleures jeunes filles ayant obtenu leur BFM et bac cette année dans des conditions exceptionnelles pour certaines. Une initiative du réseau Siggi Jigéen qui a choisi Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental, marraine de la Journée internationale des filles et de la campagne Deliver for Good Sénégal. Cette campagne vise à mettre les femmes et les filles au centre de la mise en œuvre des ODD au Sénégal. Safiatou Diop, présidente du réseau Siggi Jigéen, au micro de Nous saisissons l'occasion pour célébrer nos vaillantes filles qui ont su réaliser une percée extraordinaire aux examens de cette année 2020 en atteignant des scores de 52% au bac et de 42% au BFM malgré le contexte de crise sanitaire dans lequel nous vivons depuis le début de l'année. Nous nous en réjouissons parce qu'effectivement notre pays a connu des progrès et particulièrement dans le domaine de l'éducation des filles. Selon une assertion bien connue, éduquer un homme, c'est éduquer une personne. Mais éduquer une fille, c'est éduquer une nation.
Donc l'importance de l'éducation des filles n'est plus à démontrer. Heureusement que vous, Madame la Présidente, et en premier lieu, Monsieur le Président de la République Macky Sall, vous en êtes très consciente. Et vous avez mis parmi les priorités de notre époque l'éducation et la santé dans le cadre du PSE, le document d'orientation stratégique de notre politique. Mais nous sommes convaincus qu'il nous faut aller au-delà en misant sur l'éducation des filles dans le système scolaire, le maintien des filles le plus longtemps possible dans ce système, sur la protection de l'intégrité physique et morale des femmes et l'application des lois. C'est en décembre 2019 seulement que nous avons adopté une loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Depuis 2005, nous avons la loi sur la santé de la reproduction. Mais il ne s'agit pas d'avoir des lois, il faut les appliquer. Il nous faut aussi miser sur le renforcement du leadership des femmes pour leur accès à tous les niveaux de décision. Pour soigner ce mal, fondamentalement, il faut attaquer le mal à la racine. La racine, c'est quoi? C'est que nous devons être à la table de décision. Là où on prend les décisions pour orienter nos politiques, là où on prend les décisions pour orienter nos ressources, là où on prend les décisions pour administrer nos communautés. Et ça, il nous faut un fort leadership féminin à la table de décision. Le budget et la fiscalité au niveau des collectivités territoriales à l'épreuve de la Covid-19 est le thème de la rencontre entre le Haut Conseil des collectivités territoriales, le président de l'AMS Aliou Sall et Adama Diouf de l'Association des départements du Sénégal. Ceci entre dans la deuxième session du HCCT, une rencontre d'échange en vue d'évaluer l'impact de la Covid-19 sur les collectivités territoriales. Ismaïla Marcel Colli. La Covid-19 a porté un coup dur aux collectivités territoriales. Bon nombre d'entre elles peinent à subvenir à leurs besoins. C'est du moins l'avis du président de l'Association des maires du Sénégal, Aliou Sall. Et cet impact au plan financier, notamment au plan des recettes, de la mobilisation des recettes, a été évalué dans les communes les moins impactées à 25% de perte de recettes. Mais dans certaines communes, on a enregistré jusqu'à 70% de perte de recettes. Vous comprenez que ces pertes de recettes vont avoir un impact très négatif dans les opérations de tous les jours et notamment dans le fonctionnement normal des collectivités territoriales. C'est ainsi que certaines communes connaissent aujourd'hui réellement des difficultés pour couvrir les dépenses de fonctionnement et principalement les dépenses obligatoires comme les salaires. Pour le président de l'Association des départements du Sénégal, ADS, Adama Diouf, il faut faire une planification basée sur les priorités du moment. En tant que collectivité territoriale, que nous prenons conscience que les choses ont changé, les enseignements tirés de la Covid, nous devons les intérioriser et faire une planification basée sur les priorités du moment. Ce que nous pouvions faire en 2018 et 2019, au regard de l'impact négatif de la Covid, nous ne pouvons même pas l'envisager en 2021. Et nous sommes à la période des débats d'orientation budgétaire, à la période de la planification pour 2021. Nous devons intégrer et faire une très grande planification axée sur les priorités du moment. Deuxièmement, que l'État aussi nous aide dans le cadre du plan de relance qui est en train de mettre en place. Nous suggérons que dans ce plan de relance, que les collectivités territoriales puissent être comprises pour un peu, mais minorer les difficultés que les collectivités auront à maintenir le cap sur la mise à niveau des services sociaux de base. Cette rencontre entre dans le cadre de la deuxième session du Haut Conseil des collectivités territoriales, une rencontre d'échange en vue d'évaluer l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur les collectivités territoriales. En sport, assemblée générale de renouvellement du stade de Mbour prévue le 25 octobre prochain. Le comité des supporters fustige ce qu'il qualifie de manque de transparence de la part du comité électoral. Se sentant lésés, les supporters qui soutiennent l'un des candidats du nom de Moussa Mbaye interpellent les autorités locales afin de jouer leur partition pour une assemblée générale transparente. Voici Babacar Gueye, membre du comité des supporters du stade de Mbour, au micro de Moustapha Sall. Nous sommes aussi aujourd'hui pour déplorer une situation qui est vraiment qu'on ne peut pas mesurer. Donc, vous savez, il y a de cela 6 mois, on est en train de négocier pour la tenue de l'Assemblée générale du stade de Mbour, mais on sent très bien qu'il y a des hommes qui ne veulent pas que l'Assemblée générale ait lieu. De ce fait, nous, le comité de supporters de Mbour, du stade de Mbour,
nous avons un candidat qui est Moussa Baye. Bon, tout le début, nous avons décidé d'aller pacifiquement vers les élections. On ne voulait pas de violence. Mais là, on ne sent pas qu'en Mbour, il y a des autorités qui sont ici présentes pour tenir correctement l'Assemblée générale. Bon, comment on fait un club comme Stade de Mbour ne pas avoir de bureau pour préparer correctement le championnat? Franchement, nous lançons un appel solennel à toutes les autorités mbouroises, à savoir le préfet de Mbour, le commissaire de Mbour et le maire de Mbour, pour que l'Assemblée générale se tienne correctement dans les règles de l'art. Franchement parle. Parce qu'on ne peut pas comprendre à chaque fois un comité qui bafouille les règles. Comment se fait-il auparavant? C'est nous qui avons décidé de faire une Assemblée générale ouverte. Eux, ils avaient refusé catégoriquement la tenue de l'Assemblée générale ouverte. Ils nous avaient proposé de faire 304 membres. Et en revanche, ils reviennent en ce moment pour nous dire qu'on fasse une Assemblée générale ouverte. On ne sait pas ce qui se passe exactement derrière. S'ils veulent faire la politique, ils vont le faire ailleurs. Le Stade de Mbour, c'est un club de football. Nous sommes animés de bonne foi pour augmenter la qualité du club, parce qu'on sait très bien que le Stade de Mbour doit aller en avant. Ces têtes-là, ils ne veulent pas le Stade de Mbour. Ce qu'ils veulent, c'est des postes politiques. S'ils veulent des postes politiques, ils vont aller vers la population de Mbour. Nous sommes là pour soutenir notre club, le Stade de Mbour, et on veut la tenue de l'Assemblée générale le 25 octobre. C'est ça ce que nous voulons, nous, le candidat Moussa Mbaye. Nous sommes les partisans du candidat Moussa Mbaye. Rappelons que 3 candidats sont en lice et l'Assemblée générale est retenue pour le 25 octobre prochain. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, 2 invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Le contradictoire prend les devants pour célébrer la journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles ce 13 octobre. Au Sénégal, les risques de catastrophes tournent autour des inondations, la sécheresse et l'érosion côtière. Un dispositif national de gestion des catastrophes existe. Il est coordonné par la protection civile. Les contours avec notre premier invité, Abdoulaye Noba, directeur de la protection civile, qui répond aux questions de Isseignan. Monsieur Abdoulaye Noba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la protection civile et ce 13 octobre coïncide avec la journée internationale de prévention des catastrophes naturelles. Au Sénégal, dans quelle mesure nous sommes concernés par ces catastrophes naturelles? Le Sénégal a opté pour la célébration de la journée mondiale de la protection civile qui se tient le 1er mars de chaque année. Mais dans tous les cas, c'est une date qui est symbolique. Et c'est l'occasion un peu de rappeler aux uns et aux autres l'enjeu, les défis et les perspectives en matière de gestion et de réduction des risques de catastrophes. Et quels sont les aléas que l'on remarque, que l'on note le plus souvent au Sénégal? Bon, au Sénégal, nous l'avons constaté ces dernières semaines avec les inondations qui font suite aux pluies diluviennes qui sont tombées les 4 et 5 septembre passés et qui a valu à notre pays de faire déclencher par les autorités le plan national d'organisation des secours, le plan national ORSEC. C'est dire que l'un des aléas les plus importants de notre pays, c'est les inondations. Par ailleurs, en analysant la cartographie des risques, nous pouvons également révéler qu'il y a d'autres risques de catastrophes. Par exemple, nous avons l'érosion côtière. Nous avons également la sécheresse parce qu'il faut dire qu'avec le phénomène des changements climatiques et ses effets néfastes, et comme c'est cyclique, régulièrement il y a une alternance entre la sécheresse et les inondations. Par ailleurs, nous pouvons également dire qu'il y a d'autres risques de catastrophes tels que les glissements de terrain. Et également, nous pouvons ajouter qu'il y a d'autres risques liés à des facteurs anthropiques, notamment liés à des accidents industriels et chimiques majeurs. On parle de prévention, de réduction des risques. Qu'est-ce qui est présentement fait dans ce cadre? Il faut dire que le Sénégal a un dispositif national de gestion des catastrophes qui est relativement éprouvé puisque ce dispositif date de 1960 avec la mise en place des premières structures qui sont chargées de répondre, de faire face aux risques de catastrophes. Je peux citer la Brigade nationale des sapeurs-pompiers
la direction de la protection civile et également les autres services de l'État qui sont dans d'autres départements ministériels. Ce dispositif institutionnel et opérationnel est accompagné d'un dispositif juridique avec l'exemple de différents codes, de différents textes législatifs et réglementaires qui sont donc mis en place pour faire face à des situations de catastrophe. Comme c'est des phénomènes imprévisibles, la composante IEC, information, éducation, communication et sensibilisation, est une donnée fondamentale dans le cadre de la gestion des risques de catastrophe. Il faut également ajouter que cette question est transversale et cette question également interpelle tous les acteurs. Bien entendu, c'est une mission régalienne de l'État, mais également il y a d'autres acteurs qui jouent leur partition, notamment les collectivités locales, les autres acteurs qui sont issus de la société civile, des organisations non gouvernementales et également des partenaires techniques et financiers. Enfin, la presse joue également, comme ce que vous êtes en train de faire, joue son rôle de vigie en accompagnant les efforts de l'État dans sa politique de prévention contre les risques de catastrophe. Est-ce que les actions de prévention donnent des effets positifs? Bon, il est un peu difficile de donner une réponse tranchée à cette question puisque, comme nous le savons, les phénomènes naturels, les risques de catastrophe surviennent généralement à l'improviste. Bien entendu, il faut mettre en place un dispositif de prévention, mais dans tous les cas, chacun d'entre nous, selon sa compréhension, sa perception, peut se faire une idée, mais pour nous, acteurs institutionnels, nous pensons qu'il y a des acquis qu'il faut consolider, mais également le défi est encore là, le chantier est encore là, le chantier est très vaste et à ce niveau, il y a des perspectives de renforcement du dispositif de prévention et de manière globale de gestion des risques de catastrophe. Abdoulaye Noba, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Notre second invité relève les limites du dispositif national. Il n'est pas opérationnel. Amadou Kanar Diop, expert en réduction des risques et gestion des catastrophes avec ISENIO. Amadou Kanar Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en réduction des risques et gestion des catastrophes. Ce 13 octobre, c'est la journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Au Sénégal, est-ce qu'il y a un programme pour faire face justement à ces risques? Effectivement, le Sénégal a un programme national de réduction des risques et de gestion des catastrophes qu'il a élaboré depuis belle lurette, qu'il fait partie des premiers pays africains à mettre en place ce programme, à mettre en place une plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes qui a été signée par décret, qui était unique aussi au Sénégal parce que les plateformes ont été signées souvent par des arrêtés ministériels, qui a créé tout un réseau, aussi bien des parlementaires, des universitaires, des artistes et tout pour la réduction des risques de catastrophes. Mais malheureusement, ce programme tarde à être réellement opérationnalisé. Qu'est-ce qui bloque ce programme? Ce qui le bloque, c'est beaucoup plus les acteurs. C'est les acteurs qui doivent le pousser. Il n'y a pas d'acteurs qui le poussent parce que c'était jusqu'aux environs des années 2000, on était vraiment une tête de file au niveau Afrique de l'Ouest sur ce programme national de réduction des risques de catastrophe. On était vraiment une référence quand on était à l'extérieur. Mais depuis un certain temps, la machine tarde à être emballée. Donc pour moi, c'est beaucoup plus un problème d'hommes que même une politique. Parce que si on met une stratégie, s'il y a des gens qui le poussent, qui le portent, mais l'État va agir. Parce que ce qu'on est en train de vivre, si on le planifie, l'État y gagnerait beaucoup plus. Parce qu'en gestion des catastrophes, quand vous investissez $1, vous allez économiser $6. Donc c'est extrêmement important. Mais s'il y a personne, si les acteurs ne le portent pas comme il se doit, ne le défendent pas, n'attirent pas l'attention de l'État et du gouvernement sur ce, mais l'État croit que tout est en train d'être bien fait jusqu'à ce que la catastrophe tombe, qu'on se rende compte qu'on n'était pas encore prêt. On a vécu les inondations récemment au Sénégal. Quelles devraient être les actions prioritaires pour avoir des impacts sur justement ces risques de catastrophe? Les inondations, par exemple, de cette année, étaient prévisibles. L'alerte a été donnée depuis avril par Agrimet, qui se trouve au Niger, par le système des Nations Unies et par tous les chercheurs. Mais quand on vous alerte, c'est pour vous permettre de faire la prévention, de vous préparer et d'attendre la réponse. Mais si on alerte, l'alerte a été donnée et que tout le monde est assis, on ne fait absolument rien. Mais si la catastrophe arrive, les éléments de réponse vont tarder et ne seront pas efficients. C'est ce qui s'est passé. Mais c'était prévisible parce qu'on a alerté.
C'est pourquoi je vous dis qu'il y a surtout un problème de porteurs de projets pour éviter ce qu'on a pu voir cette année. Et c'était prévisible. On savait à peu près les zones qui étaient habituellement inondées ont été réglées. Donc, on n'a pas eu de problème cette année. Mais l'inondation, on savait qu'il est en train de se déplacer vers l'autre banlieue qui se trouve les axes Keur Massar et vers Rufisque. Donc, il fallait se préparer à ça depuis l'alerte et éviter l'hécatombe qu'on a vu. Par rapport au programme, aux aménagements et plans d'urbanisme, est-ce que les risques sont pris en compte dans ce cadre? Les risques sont pris en compte dans le cadre du plan d'urbanisme. Le plan est souvent très bien ficelé. Si vous voyez le plan d'aménagement du territoire, il y a une cartographie des risques et catastrophes que l'ANAT a mis en place, mais il n'est pas applicable sur le terrain. Donc tout le problème, c'est un problème d'applicabilité sur le terrain. Mais tout a été dit, tout a été écrit, les plans sont faits, mais on ne l'applique pas. Le Sénégal est l'un des meilleurs pays en termes de planification. Mais dans l'application, on ne le réussit jamais. Pour la bonne et simple raison que, vous voyez, dans les pays limitrophes, certains viennent au Sénégal, prennent le Sénégal comme un laboratoire. Ils viennent prendre nos plans, à l'appliquer comme il se doit. Alors, quand on voit les résultats, on envoie des experts pour aller voir, et il se trouve que ces plans ont été copiés au Sénégal. Donc, c'est un problème d'application chez nous. Mais tout a été écrit et bien fait. Il y a ce programme national de réduction des risques de catastrophe qui existe déjà, des limites, des manquements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait corriger dans l'urgence pour éviter tous ces aléas naturels? Dans l'urgence, ce qu'on devait éviter, c'est mettre à jour ce programme, former les acteurs, sensibiliser tous ceux qui sont autour de ce programme sur les risques et sur les mesures à prendre uniquement pour les éviter. Amadou Kanar Diop, je vous remercie. Merci. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, l'association des ressortissants kaolackois basée aux États-Unis a offert des lave-mains à pédales, des gels alcoolisés et des masques aux foyers religieux et au centre hospitalier El Hadji Ibrahima Niass. Le montant total de ce don est estimé à plus de 10 millions de nos francs, dont plus de 5 millions sont destinés à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Mamadou Lamine Bow, le président de l'association des Kaolackois aux États-Unis, au micro de Mamadou Camara. Nous remercions également l'association des immigrés venus apporter un don au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Nous apprécions vraiment à sa juste valeur cette remise de dons qui vient à son heure parce que nous sommes dans un contexte où la lutte contre le Covid-19, contre la Covid-19 doit continuer. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à investir le terrain pour anéantir ce fléau, pour protéger les populations. Et l'association des ressortissants de Kaolack a bien compris ce message. C'est le moment où il faut redoubler d'efforts pour vraiment arriver à mettre la Covid-19 hors de nos frontières. Nous remercions cette association-là qui a compris ça et qui a agi de façon très remarquable parce qu'ils nous ont amené des lave-mains à pédales qui permettent de lutter contre les infections nosocomiales. D'habitude, on recevait des lave-mains qui ne nous permettaient pas de lutter effectivement contre les infections nosocomiales. Mais les lave-mains à pédales, vous savez, on ne les touche pas. On les utilise sans se réinfecter. Ça, c'est vraiment un geste très magnifique qu'on tient à saluer à sa juste valeur. Nous avons également, au-delà des lave-mains, des masques, nous avons des EPI, nous avons des gels. Et tout ceci contribue à protéger le personnel et les usagers du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack pour qu'ils ne s'infectent pas de nouveau, pour que les cas diminuent. Et ça, on devrait le saluer à sa juste valeur. Nous remercions vraiment l'association des ressortissants de Kaolack pour leur geste de haute portée symbolique. Et au nom de Madame la directrice et l'ensemble du personnel de l'établissement centre hospitalier El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, nous tenons à remercier l'association des ressortissants de Kaolack. Selon l'administration du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, ce geste est de haute portée. Mohamedou Adi Diallo, le chef du service administratif et financier qui a assuré l'intérim de la directrice empêchée, est avec Mamadou Camara. Je me réjouis du geste hautement patriotique en provenance de l'association des Kaolackois d'Amérique, présidée par notre frère promotionnaire Mamadou Lamine Bow. Ce geste, c'est une contribution notoire et nous ne pouvons l'apprécier fortement et exprimer toute notre gratitude, toute notre reconnaissance au président de l'association Mamadou Lamine, mais également à l'ensemble des adhérents qui sont restés
aux États-Unis et commande une délégation qui vient apporter un soutien à l'hôpital régional de Kaolack. Un soutien apporté à l'hôpital régional est un soutien global, apporté non seulement à l'ensemble de la région de Kaolack, mais également à toutes les régions environnantes, d'autant que cet hôpital est l'hôpital de référence. Toutes les régions environnantes, quand ils ont c'est ici qu'ils vont venir. Les pays frontaliers, c'est ici qu'ils vont venir. Et nous sommes en train également de nous battre avec la direction, notamment Khadija Saad, qui a fait d'énormes efforts avec son équipe pour que l'hôpital arrive à ce niveau où il est. Beaucoup d'évolutions, beaucoup de pas ont été faits et nous ne pouvons que la féliciter, mais également cela encourage ceux qui donnent. Quand ils viennent, ils constatent que l'hôpital a fait des pas de géant. Évidemment, il y a des problèmes qui ont été posés, c'est des questions de procédure et d'exonération. Pour tous les matériaux qui arrivent de l'étranger, il faut nécessairement que le listing soit fait, il faut envoyer le listing au niveau du ministère concerné. Quand c'est la santé, c'est le ministère de la Santé qui est concerné. Et maintenant, à part du ministère de la Santé, il y a une demande d'exonération qui est faite adressée au ministère des Finances qui approuve l'exonération. Ce qui fait que quand le conteneur arrive au niveau des douanes, il est exonéré effectivement de ces frais de douane. Effectivement, c'est une procédure, mais nous allons continuer à le faire. Suivant le matériel qui va être groupé là-bas, les procédures vont être amorcées afin de leur permettre de faire un soutien beaucoup plus important. Mais ce qui a été fait est fondamental. Le geste est important. Ils sont déplacés de pays en pays pour apporter un aide. 50 blouses réutilisables et d'autres jetables, c'est important. 8000 masques, c'est important. C'est des lavoirs également, ainsi que les gels. Cela montre que ce qu'ils sont en train de faire, ils le font pour toute la population. Et la population, dans ce temps dedans, s'est mobilisée ici, symboliquement, pour les accueillir et les donner. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. 22h, c'est de 30 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Difficultés de gestion au marché aux poissons de Kaolack. L'association des utilisateurs du marché indexe le maire de la ville qui n'exerce aucun contrôle sur le concessionnaire et l'administration, accusés d'être à l'origine de ces difficultés que traversent les mareyeurs. L'usine de fabrique de glace et d'autres machines sont en panne sans aucune tentative de réparation. Ils interpellent le ministre de la Pêche. Les meilleures candidates au BFM et au bac de cette année ont été primées. Une fête de l'excellence féminine à l'initiative du réseau Sigil Jigéen. L'objectif visé est de mettre les femmes et les filles au centre de la mise en œuvre des ODD au Sénégal. La pandémie de Covid-19 a causé aux communes une perte de recettes évaluée entre 25 et 70%, un impact qui va se répercuter dans le fonctionnement normal des collectivités territoriales, notamment dans les dépenses de fonctionnement et principalement les dépenses obligatoires comme les salaires. L'Association des départements du Sénégal mise sur une planification basée sur les priorités du moment. Le contradictoire ce lundi s'est penché sur la gestion des catastrophes naturelles à la veille de la journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles célébrée demain mardi. Le journal de la santé a complété cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis et tout de suite la rediffusion de la chronique Sud Nutrition.